The Wishing Well, le podcast qui booste ton bien-être et ton niveau d'anglais. Je suis Eugénie et je vais t'accompagner tout au long de cet épisode. Alors, ready? Let's go! Hello everybody, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2025. Et oui, au moment où j'enregistre cet épisode, on est le 9 janvier 2025. J'ai fait un gros break pour Noël. J'espère que vous avez eu l'opportunité, vous aussi, de vous arrêter, de vous reposer, de repenser peut-être un petit peu la façon dont vous faites les choses avec pour aide l'expérience de l'année 2024 qui peut-être vous a montré des clés de compréhension, des indices de choses à suivre ou des limitations ou des choses à ne pas refaire. Voilà, donc vous voyez, ou peut-être pas, mais sachez que si vous ne voyez pas, cet épisode est pour la première fois enregistré sur Riverside. Ça veut dire que vous avez normalement un visuel selon la plateforme sur laquelle vous y accédez. Et oui. C'est mon premier épisode avec Riverside, donc on espère que tout va bien se passer. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire dans cet épisode ? Alors, je voulais vous dire quelque chose d'un peu particulier. Je voulais vous dire qu'à partir de maintenant, les choses allaient changer sur cette chaîne de podcast parce que les choses allaient changer dans mon travail. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si vous me suivez depuis le début de mon activité auto-entrepreneuriale, vous savez que je me suis lancée tout d'abord dans un business de coach d'anglais. J'adore l'anglais, j'adore l'Angleterre, j'adore la culture anglo-saxonne. Vraiment, ça me fascine, ça me passionne. J'y suis retournée encore là, il y a un mois, juste après mon anniversaire. Je voulais aller à Londres, ville que finalement j'ai assez peu visitée, pour explorer, pour profiter de l'ambiance de Noël, pour faire quelques petits achats, pour me replonger dans la culture anglaise. C'était génial. J'ai été très malade sur le 3e jour, mais j'ai vécu des expériences, encore une fois, très simples, mais incroyables et nourrissantes. Alors, vous vous dites peut-être, oui, du coup, si ça se passe si bien avec l'anglais, qu'est-ce qui se passe ? Ça se passe très bien avec l'anglais, mais je me suis rendu compte que plus je développais mon business de coach d'anglais, plus je découvrais des facettes de ce métier qui me convenaient moins. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour les professeurs d'anglais. Je l'ai toujours dit aussi. J'ai toujours dit dans la plupart de mes contenus que je ne faisais pas ce métier pour décrédibiliser ce que faisaient les professeurs d'anglais à l'école, mais juste pour apporter quelque chose de complémentaire, j'espérais, pour des personnes, des enfants, des ados, des adultes qui avaient besoin de quelque chose de différent ou de supplémentaire. Et ça m'a très bien servi. J'ai vendu quelques programmes depuis que j'en ai créé en septembre. On est seulement en décembre, donc je suis fière de moi pour ça. Mais par contre, j'ai rapidement vu les limitations de la chose. J'ai envie de quelque chose de différent. Dans le sens, avec mes programmes, j'ai voulu intégrer pas mal de choses, pas seulement de l'anglais, mais aussi du développement personnel, mais aussi de l'astrologie. Vous le voyez si vous me suivez, si vous suivez ce que je fais avec Julien, mon chéri. On a ouvert le Pop and Love Studio, dans lequel on diffuse, après enregistrement, les épisodes de notre podcast qu'on a créé après que j'ai créé mon podcast à moi, The Pop and Love Chronicles, et on prend énormément de plaisir à faire ça. The Pop and Love Chronicles, c'est vraiment notre podcast en duo qui parle de culture pop et de développement personnel sous la lentille de la technique PKS, le Peter Cunning System, qui apparaît à chaque fin d'épisode, où après avoir discuté d'une œuvre pop pendant un certain temps, on prend un personnage généralement ou un intervenant de cette œuvre et on suggère, selon la technique du PKS, des phrases d'affirmation qui, si elles avaient été dites haut et fort par ce personnage ou cette personne
à un moment donné de son histoire, de son parcours, aurait peut-être débloqué dans l'invisible des comportements obsessionnels, des comportements liés à des expériences traumatiques qui se répètent et créant finalement le nœud de son histoire et de ses problèmes, entre guillemets. Alors on a développé ça avec Julien, et puis moi j'ai développé mes propres programmes d'anglais que j'ai commencé à faire tourner avec toujours cet influx de développement personnel, santé mentale, questionnement sur qui sommes-nous, où allons-nous, que faisons-nous, que voulons-nous, cette exploration de l'individu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, vraiment, c'était ça qui me plaisait le plus. Que dès qu'il fallait faire du contenu ou me cadrer pour proposer par exemple des vidéos clés en main de certaines expressions en anglais ou choses vraiment techniques, grammaire, conjugaison, ça j'avais pas du tout envie de le faire, pas du tout. Moi ce que je voulais c'était vraiment la conversation, le rapport à la personne, et dans mes programmes cette espèce d'évolution autour des différents thèmes que je proposais chaque semaine qui permettaient à la personne de parler de ses sentiments, de parler de ses expériences. Et finalement, 3 mois après avoir lancé mes premiers programmes et en avoir vendu et en avoir terminé avec succès, je me suis dit, il y a quelque chose d'autre qui m'attend de l'autre côté de ça. Du coup, j'ai pris la décision, et je vous le dis avec beaucoup de peur et de vulnérabilité, parce que c'est encore tout frais et que c'est nouveau pour moi d'avoir cette démarche de parler de jeunes projets qui me concernent et sur lesquels je me sens encore en pivot et donc en vulnérabilité. J'ai pris la décision de me réorienter dans l'angle de la santé mentale. Voilà, donc l'anglais va moins apparaître sur cette chaîne, même si j'ai un bon titre de podcast, The Wishing Well. On n'est pas obligé de le changer parce que de toute façon c'était le postulat de base. Et même en y repensant, aux messages que j'avais échangés avec Julien, à l'époque où on n'était pas ensemble, et justement je le rencontrais parce que je lui achetais sa formation podcast pour faire ce podcast, il me demandait pourquoi je voulais faire un podcast, et je lui disais, moi j'ai toute cette culture anglo-saxonne, tous ces textes en anglais de développement personnel, de penseurs anglais, américains, et j'ai envie de ne pas écouter ces podcasts ou lire ces textes et puis ne rien en faire et rester dans mon coin et grand bien me fasse, me développer moi personnellement, mais et en bénéficier et en faire bénéficier ma santé mentale. Moi, je voulais partager ça. Et pour moi, le podcast The Wishing Well, ça allait devenir ce podcast où je vous traduisais ces concepts qui n'étaient pas encore traduits, ces livres, ces interventions, ces podcasts, pour engager une conversation sur le développement personnel, la santé mentale, la charge mentale, le burn-out. Et finalement, aujourd'hui, j'ai fait un 360. Je pensais que mon outil principal pour diffuser ça et travailler avec ça, gagner de l'argent avec ça, c'était l'anglais. Et je me rends compte que c'est pas mon outil principal, c'est pas mon sujet principal, l'anglais. L'anglais devient un outil comme un autre dans ma boîte à outils qui me sert à moi aussi, et à moi avant tout, je dirais même, pour mon développement. Voilà. Donc, j'ai pris la décision d'aller encore plus loin dans ma curiosité, dans ce que ces programmes d'anglais, cette carrière dans l'anglais m'a ouvert, et d'aller explorer finalement le cœur du sujet, qui est la santé mentale. Si vous me connaissez, que vous connaissez mon histoire, je sais que vous êtes au courant, que ça a jalonné toute ma vie. J'ai envie de partager ça avec vous, non pas pour me justifier, parce que je pense que suivre sa curiosité, notamment dans des moments de notre vie où le champ est ouvert, où on en a la possibilité et où on a essayé d'autres choses qui ont connu leur fin, les fins de chapitre, je pense que suivre sa curiosité, c'est peut-être une des meilleures choses à faire. Et cette théorie est soutenue par, entre autres, Elizabeth Gilbert. Je vous invite à lire Big Magic, qui a été traduit en français.
sur ce sujet. Vivre une vie créative. Et ce livre ne s'adresse pas que aux gens entre guillemets créatifs, aux artistes, aux peintres, aux sculpteurs, voilà. C'est pour tout le monde. Comment vivre une vie de curiosité et comment la curiosité est en fait la clé d'entrée vers ce monde où on se rapproche année après année de ce qui nous attire, nos désirs, nos envies et finalement notre bonheur. Voilà, donc j'ai oublié le début de la phrase, comme ça m'arrive souvent. J'ai grandi dans un environnement très médical et j'en suis très reconnaissante. Ma mère était kinésithérapeute dans un centre de soins avec 2 infirmières et 2 médecins généralistes. Et finalement, quand j'étais pas à l'école ou au cours de danse et de musique et tout le tralala, j'étais au centre médical. Le centre médical était dans une région, on dira campagnarde, dans l'Essonne. Et donc, j'ai eu la chance d'être très tôt immergée dans cet environnement de service et de soins à la personne au milieu de la nature. Chose qui m'est absolument indispensable encore aujourd'hui. Et avec une mère, maman solo, qui élevait donc son enfant à une époque où ça se faisait, mais c'était encore c'était moins bien accepté il y a 40 ans que maintenant. Moins bien accepté, moins bien reconnu comme quelque chose qui est dans la normalité, on va dire. Je me souviens encore de réflexions de professeurs de cet ordre-là et du fameux papier qu'il fallait remplir à chaque rentrée en disant quel était le métier de papa et le métier de maman, et moi qui ne savais jamais comment m'y prendre parce qu'il n'y avait pas de papa. Est-ce qu'il fallait ne pas remplir la case? Est-ce qu'il fallait la barrer? Est-ce qu'il fallait parler au professeur? Voilà. Ensuite, j'ai grandi dans cet environnement-là, puis je suis allée faire mes études à Paris. Je suis sortie avec une licence en gestion de production dans le dessin animé et la vidéo de l'école des Gobelins. Et j'ai adoré cette période de ma vie, cette période professionnelle qui a duré un petit peu moins de 10 ans, où j'ai travaillé dans l'animation, dans des studios parisiens et notamment pour des productions télé. Donc on est vraiment sur quelque chose de pivot entre les équipes de production et les équipes de création, entre les artistes et les producteurs. On est vraiment sur un rôle où on te donne un planning, un budget sur au moins 1 an et demi de production avec des étapes et un cheminement, une chaîne de production à bien suivre et comprendre. Et on te dit salut, bonne chance, on se retrouve dans 1 an et demi avec le projet fini. C'était vraiment un métier incroyable, un métier d'équipe, un métier, je l'appelais un peu un métier tampon parce que t'es vraiment entre les 2 dynamiques. L'organisation, la structure, les priorités monétaires et temporelles et l'artistique. Et tout ça entouré d'êtres humains. Et une fois que tu avais fini ta mission, que ton dessin animé ou sa première saison, sa 2e saison, sa 3e saison était sortie, hop, tu repartais pour un tour sur une autre production ou une autre saison. Donc ça durait entre 1 an et demi et 2 ans à chaque fois. J'ai adoré faire ça et je crois que j'avais des prédispositions à créer de l'ordre, de la structure et de la bienveillance autour de ça, en même temps que de gérer beaucoup de données dans mon petit cerveau. Évidemment, ça a eu ses limites et j'ai déménagé en Angleterre pour le travail et je me suis décidée à me réorienter dans le massage. Après avoir suivi ma curiosité, tester plusieurs choses et puis avoir fait un week-end d'introduction au massage et m'être dit... même si c'est le métier que ma mère faisait et que du coup, j'avais jamais envisagé de faire. J'entends, elle faisait des massages dans son cadre de kinésithérapeute. Moi, je faisais des massages dans mon cadre de masseuse-thérapeute puisque c'est le titre anglais officiel. Après, ce ne sont pas les mêmes études, ce n'est pas la même durée, ce ne sont pas les mêmes enseignements, donc pas les mêmes applications à la sortie de l'école. Mais après, effectivement... n'avoir jamais considéré faire ce métier, absolument jamais. Je me suis dit, si, en fait. Je suis ressortie de ce week-end beaucoup plus légère, beaucoup plus inspirée, beaucoup plus vivante, et je me suis inscrite tout de suite pour la formation qui commençait 3 semaines plus tard, je crois. En même temps que je reprenais un travail
dans la vente de cosmétiques, un peu à la Aromazone, si vous connaissez cette enseigne qui est très très bien, pour laquelle j'ai failli travailler quand je suis revenue en France, mais finalement j'ai dit non, qui vend des articles de cosmétiques naturels, des ingrédients, des huiles essentielles, des extraits naturels, majoritairement bio. Et j'ai donc travaillé pendant à peu près, encore une fois à peu près, 10 ans dans le soin, comme masseuse thérapeute. D'abord dans un spa, j'étais chef thérapeute pour le spa de Bath en Angleterre. Et puis à mon compte à Brighton, où j'ai travaillé dans un centre de bien-être. Et si vous connaissez ma vie, je vous fais un petit récapitulatif que vous connaissez par cœur, mais je pense qu'il n'est pas inintéressant de, comme on fait le point aujourd'hui, vous remettre ça en mémoire. Et puis, entre-temps, dans ces 10 années de soins à la personne, évidemment, je me suis formée tous les ans, de plus en plus. Donc, je suis partie avec un diplôme de masseuse thérapeute holistique en poche. Et puis, j'ai ajouté l'aromathérapie, j'ai ajouté les pierres chaudes, j'ai ajouté le massage lymphatique, j'ai ajouté le massage oncologique, j'ai ajouté le massage de femmes enceintes, j'ai ajouté le massage postpartum, j'ai ajouté le massage de tête indien, enfin, vraiment beaucoup de spécialités qui me permettaient de proposer un service vraiment tailor-made, comme disent les Anglais, sur mesure aux patients, j'avais le droit d'utiliser ce mot en Angleterre, aux patients qui venaient me voir. Et entre-temps, j'ai eu un enfant, donc il a fallu s'adapter. Et entre-temps, il y a eu le Covid, donc il a fallu renoncer, revenir, renoncer, parce que c'était au rythme des quarantaines, et puis peut-être aussi d'un collectif qui était refroidi à l'idée de rentrer en contact avec d'autres personnes. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé en France par rapport à ces pratiques-là, mais en tout cas en Angleterre, il y a eu un vrai gap, un vrai creux de la vague après Covid, malgré la fin des quarantaines. Voilà, donc j'ai fini par rentrer en France parce que je me suis séparée du père de ma fille et que j'avais besoin de revenir dans mon pays de naissance. J'avais une envie de retour aux sources. Je voulais me rapprocher de ma mère également pour qu'elle puisse avoir une relation avec sa fille et que je puisse avoir du soutien. Et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal avec cette transition. Je me rends compte maintenant. Ça fait plus de 2 ans et demi que je suis rentrée. Non, ça fait pas plus de 2 ans et demi. Ça fait à peu près 2 ans et demi. Et j'ai été accompagnée. J'ai été accompagnée avant ce départ puisque j'ai fait une thérapie de couple avec mon ex-partenaire. Ensuite, j'ai été accompagnée à mon arrivée puisque j'allais voir un psychiatre toutes les semaines. Et puis, je continue à être accompagnée aujourd'hui avec un psychologue. Et je me suis entourée en plus d'autres pratiques. Alors, j'avais déjà commencé à faire ça en Angleterre, puisque ma spiritualité s'est vraiment développée en Angleterre. Mon envie, mon désir de curiosité autour du bien-être. Je dis développement personnel, mais je sais pas si j'aime encore ce terme. Je crois que on peut dire santé mentale maintenant, je crois. J'avais envie de comprendre ce que c'était la santé mentale et comment, en dehors du cabinet de mon spécialiste qui était là pour m'aider avec ma santé mentale et me donner quelques conseils, quelques actions à faire sur la semaine qui me séparait mes 2 rendez-vous, j'avais envie de pouvoir aussi participer à ça avec des compréhensions en autodidacte. J'ai beaucoup lu d'ouvrages en Angleterre, partagé à des séminaires et des conférences sur tellement de sujets. En plus, en Angleterre, ils sont très ouverts, spirituellement parlant. Donc, j'ai eu vraiment l'opportunité d'aller voir dans des domaines qui m'étaient complètement inconnus ce que certains spécialistes avaient à dire. Alors, j'ai eu des expériences qui ne m'ont pas convaincue, beaucoup. Mais comme c'est l'expérimentation qui est important et pas le nombre de victoires ou de compréhensions, ce n'est que le reflet. Ces expériences négatives ou qui ne m'ont rien apporté ne sont que le reflet de toutes les tentatives de curiosité que j'ai eues, tout simplement. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, je me suis remise dans une culture qui était un petit peu différente, un peu plus pragmatique, un peu plus médicalisée, un peu plus fermée à ces curiosités-là, ces pratiques-là. Et je me suis dit,
va falloir faire un choix en fait. Est-ce que tu continues à t'intéresser à ça et voilà, ou est-ce que tu te ranges? Et je me suis dit, bah non, je vais continuer à m'intéresser à ça et j'ai effectivement trouvé moins que dans le monde anglo-saxon et anglophone. J'ai trouvé des mentors, des personnalités qui avaient des choses à dire et qui ont continué, en plus de mes lectures et de mes découvertes, dans ce que d'autres intervenants, d'autres pays, d'autres cultures avaient à dire, qui m'ont aidé à continuer mon cheminement. Voilà, donc maintenant, 2 ans après être rentrée, après avoir accusé le coup de la désintégration de ma cellule familiale, après être passée en maman solo, qui a voulu continuer à travailler en indépendante et peut-être du coup changer d'expertise, je me dis, finalement, le fil conducteur de ma vie, il est ma vie professionnelle en tout cas. Ce que j'ai déjà expérimenté, ce qui m'a toujours fasciné, c'est vraiment comment apporter de la structure dans un développement spirituel. Je sais pas si vous entendez, au moment où je dis ça, il y a le voisin qui donne des coups de marteau sur le mur. C'est peut-être pour appuyer ce que je suis en train de dire. C'est pour enfoncer le clou. Je suis vraiment fascinée par voilà comment est-ce que dans la vie de tous les jours on peut juste avoir des outils, des façons de faire, des progressions, comment structurer la santé mentale au quotidien, tout simplement. Évidemment, je ne vous apprends rien en vous disant que ces 15 dernières années, on a commencé à parler de la santé mentale au travail, on a commencé à parler du burn-out, et c'est bizarre, plus on en parle, plus on en voit, comme si on avait soulevé un voile de la réalité, et plus j'y pense, plus je me dis, aussi par mon expérience personnelle, de par mon expérience personnelle, plus on tissera un lien dense autour du soutien et du support de la santé mentale, et c'est également quelqu'un qui non seulement a grandi dans ce milieu-là, mais a aussi été en relation avec un toxicomane pendant 6 ans, a découvert l'univers des alcooliques anonymes et des cercles de soutien, et quelqu'un qui aussi a une maman qui souffre de fibromyalgie et qui est handicapée depuis 15 ans, qui jusqu'à ses 50 ans a mené sa barque de front en tant que maman solo, qui élevait son enfant et était la seule à ramener l'argent à la maison, et qui finalement a été aussi rattrapée par ça à une époque où on n'en parlait pas, où on ne demandait pas d'aide, où on prenait des médicaments et puis ça suffisait bien. Je vous parle aussi en qualité de cette personne qui est passée par là. Je pense que plus on tissera un lien, une structure dense autour de la gestion de la santé mentale, pour aussi complémenter les professionnels qui proposent des séances à la semaine, nos psychologues, nos psychiatres, voilà. Plus on aura de coachs de santé mentale, plus on aura possibilité de trouver de l'aide et du soutien et différentes formes de pratiques selon ce que l'on recherche, et ce qui fonctionne avec nous, mieux l'humanité se portera. Et moi, ce que je vois venir, c'est que là, on a la jeune génération adulte qui a été élevée avec l'Internet, qui a connu les smartphones depuis quasiment son plus jeune âge. Et on a en parallèle les intelligences artificielles qui sont vraiment en train de taper fort et d'arriver dans notre quotidien, quel que soit notre âge ou nos pratiques. Je pense que au moins sur les 20 prochaines années, le temps que on ait le temps d'expérimenter cette nouvelle phase de technologie dans laquelle on est en train d'entrer, et que on réajuste notre santé mentale de façon pertinente par rapport à ça, on peut bénéficier du maximum de soutien possible, que ça ne fera pas de mal à l'humanité. Alors, je dis ça un peu avec des pincettes parce qu'on est aussi sur un terrain un peu d'expérimentation, on va dire, ou parce qu'on expérimente, et j'en parlais tout à l'heure, on aura beaucoup de fails, on aura beaucoup... j'ai pas envie de dire de charlatans parce que je suis plus dans cette mentalité où je cultive l'idée qu'il y a une frange des gens qui font ce genre de métier juste pour s'en mettre plein les poches. Et j'imagine que oui, il y a des individus qui bénéficient du malheur et de la vulnérabilité des gens, et
et font leur beurre là-dessus, mais je ne cultive plus cette pensée qui dit que c'est une frange de la population où je pense qu'on est une grande majorité à vouloir contribuer et que si on le fait intelligemment, si on le fait en se gardant aussi, en mettant en action ce que l'on prêche et en expérimentant nous-mêmes et en se respectant nous-mêmes et voilà, en ne régurgitant pas des recettes toutes faites, mais en y croyant et en ayant vraiment la volonté de bien faire. Je pense que la nature fera le tri, mais qu'on sera un certain nombre à vraiment apporter une contribution à la communauté, une contribution dont elle a besoin aujourd'hui, et je pense sur les 2 décennies qui arrivent. Alors après, voilà, à voir. Je voulais vous en parler en tout cas, parce que vous allez voir les choses changer sur ce podcast, vous allez voir les choses changer sur mon Instagram. C'est un pivot un peu à 180 degrés, donc on va parler beaucoup moins d'anglais et beaucoup plus de espace mental, charge mentale, qu'est-ce qu'on fait ? Quitte à vous donner des petites recettes, je préfère vous donner et explorer ces paysages-là avec vous, plutôt que vous faire réviser votre conjugaison d'anglais, en vrai. Donc on va essayer quelque chose, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour se mettre en forme, je ne sais pas combien de pivots il va me falloir, ça aussi c'est nouveau dans ma façon de penser, je m'autorise à pivoter. Je pense que j'ai beaucoup fait confiance à ma curiosité jusque-là, ça m'a très bien servi, mais que peut-être il aurait fallu savoir pivoter aussi, avant d'en arriver au point où j'en étais arrivée avec l'animation, par exemple, et avant de me retrouver face à un Covid et me dire finalement mon métier de praticienne du bien-être, c'est merveilleux, mais c'est incomplet parce que je ne peux pas, je ne suis pas un métier dit essentiel et je ne peux pas travailler si je n'ai pas le contact à la personne. Et même avec les outils qui se développaient et se développent toujours de contact en ligne, je n'avais plus moyen de faire ce que je faisais. Donc je pense que il faut savoir aussi accepter quand on arrive au bout des chapitres, de tourner la page et d'accepter de devoir se réinventer. Alors j'imagine également que parce qu'on rentre dans une ère, ça fait des années qu'on y est, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger très très vite aujourd'hui avec l'émergence des intelligences artificielles dans notre quotidien. Je pense que être souple et admettre que peut-être il va falloir, pour certains d'entre nous, se réinventer et anticiper que nos métiers vont, au pire, être remplacés par une intelligence artificielle, au mieux, être servis par une intelligence artificielle. Il va donc falloir de toute façon modifier nos façons de faire. Il n'est pas complètement inintéressant de se poser la question de savoir où on se situe par rapport à notre métier actuel et en vue de ça, où est-ce qu'on pourrait peut-être se situer dans 10 ans ou dans 20 ans. Voilà. À bon entendeur. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Je vous demande juste beaucoup de bienveillance envers moi parce que, je vous le dis, je vous le partage en toute vulnérabilité. J'ai hâte, mais j'ai peur, mais j'ai hâte, mais j'ai peur. Du coup, si vous voyez que c'est irrégulier, mes posts ou peut-être mes pivots, ou voilà, ne vous inquiétez pas, je pense que c'est normal et j'ai besoin de vos retours, évidemment, si vous avez des choses pour complémenter mon trajet, pour me soutenir. Me soutenir n'est pas forcément aller dans mon sens, vous pouvez me suggérer des changements, de nouvelles idées, évidemment. Mais en tout cas, je vous demande d'accrocher vos ceintures, de rester avec moi et je vous invite à être curieux, vous aussi, de ce qui m'attend et donc ce que je vais pouvoir vous proposer pour la suite. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Et je vous laisse mon Instagram dans les commentaires si vous voulez suivre mon aventure. Voilà, à bientôt tout le monde. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner, partager, me laisser un avis, un commentaire, une super note ou tout plein d'étoiles. Tu peux également me suivre sur mon Instagram.
eugénie_couture ou m'envoyer un mail sur hello.eugénie@gmail.com. I hope to see you next week. Lots of love.